Salutations à tous et bienvenue sur les Gradins du Sport. Il est précisément 15 heures et c'est le début de votre rendez-vous sportif qui traite des sujets non seulement d'ordre nationaux mais également internationaux. Comme annoncé, nous recevons un invité aujourd'hui et pas des moindres, chers gradistes. Il s'agit de Dieudonné Ndoumbu Likuni, celui qu'on appelle affectueusement Diego. C'est une personne influente de notre pays en matière de football, bien sûr. Il est le président du centre de formation dénommé Terre de Foot. C'est également le père du jeune international gabonais Alexander Ndoumbu et vainqueur de la U23 en 2011. Il a été membre du COMEX de la Fédération gabonaise de football, FEGAFOOT. C'est le comité exécutif de l'instance fêtière de notre football avant de démissionner quelques mois plus tard. Donc en 2019 précisément, il est également accompagné de l'un de ses collaborateurs, monsieur Jean-Félix Tomo. Je suis Jermin Goma Goms à la présentation. Je suis évidemment en compagnie du Big C du Miracle qui lui se charge de la mise en onde de ce programme. Ça vous laisse justement, chers gradistes, la possibilité d'intervenir au 066 21 91 16 066 21 91 16. Chers gradistes, on reste bien câblés sur les gradins du sport car ça démarre dans un instant seulement. Voilà, je le disais dans la présentation, nous sommes en compagnie d'un invité aujourd'hui, en la personne de Dieudonné Ndoumbu Likuni. Bonjour, président. Bonjour. Et vous allez bien? Très bien, oui, ça va. D'accord. Alors, je vais rappeler le principe de l'émission lorsqu'on reçoit un invité. Nous accordons une trentaine de minutes à l'invité parce qu'il y aura des échanges entre le présentateur et l'invité et les 30 dernières minutes seront consacrées aux réactions, aux différentes réactions des auditeurs que nous appelons lors de cette émission les gradistes. Donc, chers gradistes, soyez patients. Nous allons ouvrir le téléphone lorsqu'il sera 15h35. Alors, président, l'entrée de jeu, quelle est votre actualité actuelle, pour ne pas faire la redondance? Bien, l'actualité aujourd'hui, enfin, de toujours, je vis de football. En fait, je suis, on va dire, tombé dans la potion magique du football très jeune. Donc, après ma retraite dans le pétrole, mais aujourd'hui, je m'occupe beaucoup plus à travers des actions dans le foot, mais aussi dans le sport, comme par exemple la Grande Nuit sportive de Port-Gentil, comme par exemple la gestion du grand stade du complexe familial Michel Essongué, comme par exemple le quotidien de Terre de Foot Gabon à Port-Gentil. Je vis de football. D'accord, président. Depuis un moment, on vous voit ici, ça et là, dans des quartiers de Libreville, du côté du quartier Ondogo. Vous étiez également du côté de Kingele et Bellevue 2. Ce sont deux quartiers du 3e arrondissement de la commune de Libreville. Quel était véritablement l'objectif de votre visite là-bas? Bien, il faut avouer que depuis 2010, beaucoup au football des jeunes. Et ma présence à Libreville ces derniers temps fait que je reçois beaucoup d'invitations jeunes compatriotes qui encadrent les plus jeunes dans les quartiers populaires. Donc depuis 2010, je m'intéresse beaucoup, je disais, au football des jeunes. Et j'ai d'ailleurs fait du bénévolat pour l'école nationale de football de Port-Gentil. Quartier où vit le football, tout simplement parce que je voudrais que les gouvernants, nos gouvernants, prennent en compte de l'existence de ce football-là des plus jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'impression que ce football est complètement abandonné, le football de base. Donc c'est un peu, c'est par amour, parce que j'aime bien voir les jeunes jouer, mais c'est pour aussi attirer l'attention des gouvernants, de ceux qui gèrent notre sport, de ceux qui gèrent notre football, afin qu'ils essayent de voir dans quelle mesure on pourra encadrer ce football des plus petits. D'accord. Alors, je le disais tout à l'heure, vous êtes président d'un centre de formation dénommé Terre de Foot. Vous êtes un fervent amoureux de la formation des jeunes footballeurs dans notre pays. C'est tout à votre honneur. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous poser cette question. Comment se porte justement votre centre de formation Terre de Foot?
Terre de foot, on va dire, c'est difficile à reprendre parce qu'on est dans une période Covid-19 qui a fait que plusieurs de nos activités soient au repos forcé par les mesures sanitaires. Mais bon, il est pleinement essaye de regarder la situation. Mais Terre de foot se porte bien, tant bien que mal, malgré la crise sanitaire. Nous sommes là, nous avons des projets, nous avons d'ailleurs des négociations qui avaient été ouvertes à l'époque par l'ancien ministre des Sports, M. Alain-Claude Bilibinze. Nous sommes dans une période de mutation, mais c'est le Covid qui a ralenti un peu les travaux qui avaient été entamés avec la direction des sports. Mais nous allons rapidement reprendre. Et on a l'espoir que d'ici quelques mois, Terre de foot Gabon va faire une mutation en véritable sport-études. Est-ce qu'on peut dire par là à former un certain nombre de talents qui, voilà des noms qu'on peut citer par exemple aujourd'hui? Disons qu'on a le groupe des jeunes de Terre de foot arrive à maturation cette année. On a quand même des joueurs qui malheureusement étaient des talents purs, mais pour lesquels les parents ont plutôt opté pour l'école, pour la scolarité. On a un joueur qui a fait 2 ans chez nous, qui se trouve dans un centre de formation en France. On a eu quelques joueurs en équipe nationale junior. Et là, présentement, on a un joueur en équipe nationale U17. Mais c'est vraiment les champions qui ont été plusieurs fois champions en minime qui arrivent aujourd'hui à 17 ans, qui arrivent donc à l'âge de la maturation, on va dire, pour faire une projection sur l'extérieur. Donc, c'est un peu ça. Et pour moi, tout se passe bien et on espère, avec le concours des partenaires qui ont enfin repris les activités en France, en Belgique et au Portugal, nous avons une sortie cette année là, au niveau de Terre de foot avec des jeunes U17. Voilà, peut-être aussi donner un certain nombre d'informations relatives aux modalités d'inscription pour des personnes qui vous écoutent et qui aimeraient justement envoyer leurs enfants dans votre centre de formation. Disons que Terre de foot est installé loue le stade de Pierre Claver d'Ivungui de Port-Gentil et tous les samedis et tous les jeudis. Pour les plus jeunes, les conditions d'inscription tournent autour de l'assurance, de l'inscription, de la réinscription et puis d'une mensualité de 12 000 francs qui permet de nourrir les enfants tous les samedis avec des goûters et des jus. Par contre, tous les talents qui sont licenciés, qui sont en benjamin, qui sont en minime, qui sont en cadet, qui sont en junior ou en U19, sont exemptés de règlements de frais mensuels. C'est plutôt les plus petits, donc qui sont dans une tranche d'âge entre 3 et 8 ans, qui s'acquittent de ces frais-là. Mais tous les compétiteurs sont pris en charge par Terre de foot Gabon. Effectivement, c'est l'occasion pour nous également de saluer votre compatriote Parfendon qui lui est également fait dans la formation. Alors, Président, nous allons passer à une autre question. Celle-ci s'articule sur le championnat national gabonais qui est à l'arrêt depuis bientôt 2 ans. Quel est justement le regard que vous faites par rapport à cette situation désagréable, on va le dire ainsi? Bon, déjà, je préfère être honnête. J'ai toujours pensé que les séminaires ou les grands forums, les grandes messes n'apportent pas grand-chose. Il y a eu les assises, voilà, justement. Les assises, justement. Parce qu'il y a quelques années, on avait eu des assises avec l'ancien ministre des Sports. Et là aussi, le ministre Franck Guéma a organisé des assises. Mais moi, j'aurais préféré aller vers une task force de 10 compatriotes, désintéressés complètement des perdièmes que l'on donne d'habitude. Et c'était ça ma solution pour aborder en profondeur les problèmes du championnat national de D1 et de D2. Alors moi, j'étais
pessimiste. Je pense qu'on n'a pas abordé le problème dans le fond parce que c'est d'abord un problème de moyens financiers. Je pense que l'État aujourd'hui est quand même essoufflé et nous ne pouvons pas continuer à tirer sur les caisses de l'État pour, comme par le passé, parce qu'on a quand même mis des milliards grâce un peu au président de la République. Est-ce à dire là, Président, que ces personnes se sont réunies justement pour aller simplement se remplir les poches? Non, je ne dirais pas cela, mais je pense que le problème majeur, le problème de fond, le véritable problème de fond, moi je pense qu'aujourd'hui, si on n'a pas repris, c'est beaucoup plus à cause d'un manque de moyens financiers. Quand on regarde à côté, au Cameroun ou au Congo ou en RDC, ça joue. Ça joue et il y a des sponsors, c'est-à-dire il y a des sponsors privés. L'État vient, c'est vrai, en soutien. Si mes souvenirs sont bons, au Congo, au Brazzaville à côté, je crois que c'est entre 5 et 10 millions qui sont mis à la disposition de l'État, enfin des clubs. Mais après, il faut trouver des partenaires privés. Mais je pense que, dans le fond, moi, je suis de ceux qui pensent qu'il va falloir faire une union des moyens financiers. C'est-à-dire qu'on ne doit pas attendre tout de l'État. La fédération doit faire un effort et nous devons aussi revenir vers des clubs à forte identité pour qu'on ait des socios, comme on dit en Espagne, qui contribueraient pour 1000 francs, pour 2000. Je pense qu'il faut, comme on a tendance à dire, l'union fait la force. On ne va pas attendre que l'État fasse tout, il faudrait que la fédération fasse sa part aussi, mais que les supporters de ces équipes, qu'on recrée des équipes à forte identité pour que les supporters se sentent concernés par ces équipes. Je ne dis pas qu'il faut abolir les équipes qui existent aujourd'hui, mais il y a moyen de greffer ces équipes-là sur des départements économiques, sur des pans de l'économie par secteur. Parce qu'aujourd'hui, demander à une société pétrolière de sponsoriser une équipe, ça va être difficile. Mais par contre, aller vers un groupement de sociétés pétrolières ou un groupement de sociétés de bois, ainsi de suite, on pourrait trouver d'autres sources de financement des deux championnats professionnels. D'accord, donc vous êtes partisan justement d'un nouveau mode de réorganisation, de gestion de notre football, c'est cela? Ah oui, c'est cela. C'est-à-dire que pour moi, il faut plus ou moins oublier l'État. Bon, on ne va pas faire la fine bouche. L'État a proposé de continuer à sponsoriser pendant 3 années, mais il faut vraiment qu'aujourd'hui, la Fédération gabonaise de football trouve les sponsors qu'il faut. Et fasse sa part du travail financier, parce qu'on reçoit de l'argent de la FIFA et de la CAF. Je pense qu'on a trop tendance à regarder du côté de l'État et on ne fait pas l'effort. Après, moi je pense qu'en profondeur, il faut recréer des conditions pour amener le monde au stade. Il faut revoir. Moi, j'ai vécu la belle époque du football des clubs. Oui. Et je pense qu'il faut... avec Petrosport, avec Assogara, avec FC 105, USM, CSB, ainsi de suite. Donc, à mon avis, le problème de fond n'a pas été véritablement abordé. Parce qu'on se dit, bon, l'État est là, allez, on attend que l'État banque. Mais non. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions aujourd'hui. On ne peut pas continuer sur le soutien à 100% des caisses de l'État. D'accord. Alors, Président, nous avons bien suivi la sélection nationale qui a participé à la CAN au Cameroun. Vous étiez d'ailleurs avec votre délégation, mais malgré cette prestation peu acceptable, on va le dire ainsi, l'on a bien pu remarquer le manque de profondeur de banc. Est-ce que le championnat ne devrait pas être une solution palliative à cette question? Parce qu'on se dit, s'il y aurait eu organisation du championnat, le sélectionneur national Patrice Neveu aurait pu puiser dans ce championnat-là au moins 2 à 3 joueurs qui pourraient justement aller au Cameroun pour aider ceux qui se sont retrouvés là-bas. Ah, bien sûr que le championnat nous a fait défaut, parce que quand vous regardez l'équipe nationale de 2012 et même celle de 2015, on a des joueurs, on a entre 4, 5 ou 6 joueurs du championnat local. Donc il y a ce manque de championnat, mais il y a aussi, quand on regarde sur plusieurs années, il n'y a pas suffisamment de formation, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun plan de formation des jeunes. Parce que quand on parle de profondeur du banc, c'est d'abord sur du moyen terme, c'est-à-dire qu'on doit avoir des plans de formation comme ailleurs, comme chez les autres, comme au Mali, comme au Sénégal,
où on a une pléiade de jeunes qui sont formés et qui ont un environnement dans lequel ils peuvent s'exprimer pour arriver au haut niveau. Donc il faut les deux. En fait, aujourd'hui, pendant longtemps, on a fait le championnat national et on a laissé à la ramasse la formation des jeunes. Moi, j'en sais quelque chose puisqu'il y a un animateur de foot qui est là. Et donc c'est un peu ça. On ne peut pas parler du championnat national sans parler d'un plan de formation des jeunes, sans parler d'un championnat national, que ce soit en U15 ou en U17. Donc effectivement, on a remarqué que notre équipe, mais moi j'y croyais, hein, nous avons été parmi les premiers supporters à s'y rendre avant même le premier match. Oui. J'y croyais quand même, malgré les nombreux problèmes de gestion, d'intendance, ainsi de suite, qui relèvent de l'amateurisme, parce que le problème des primes qui a plombé un petit peu l'équipe nationale, oui. Bon, c'est parce que c'est pas professionnellement géré. Donc moi je pense qu'il faut tout faire pour. Il n'y a pas eu que ça d'ailleurs, Président. Il y a eu d'autres problèmes avec notamment la star, le capitaine de la sélection, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a été forcé justement de quitter la sélection nationale avec Mario Lemina pour des raisons de Covid-19, selon ce qui se dit. Mais vous qui étiez sur place, est-ce que vous avez eu d'autres informations qui seraient passées entre les mailles du filet? Voilà. Bon, disons qu'il y a eu plusieurs versions, hein. Moi, je préfère ne pas m'aventurer là-dessus. D'accord. Je n'ai pas eu la bonne version, mais tout ce que je sais, c'est que on avait l'impression que notre bulle était poreuse, c'est-à-dire que la bulle sanitaire, parce que moi, j'ai croisé des entraîneurs à des heures impossibles après des matchs et même sans masque et habillés aux couleurs officielles. Donc en fait après on a tiré à boulet rouge sur le Cameroun, sur Eto'o, mais non, je pense que certains n'étaient pas très disciplinés et c'est pour ça qu'on a eu donc des contaminations comme chez nous pour l'équipe nationale. D'accord, Président. Moi j'aimerais revenir un tant soit peu sur la question de la reprise, de la non-reprise du championnat national de football. Aujourd'hui, on a des footballeurs qui aiment ce métier, mais qui sont à la maison, pour certains ou pour la plupart, sont obligés justement de faire un certain nombre de métiers dont ils ne sont pas forcément habitués, tout cela pour subvenir justement à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Est-ce normal ou acceptable selon vous, Président ? Non, c'est vrai que nous sommes tous conscients de la précarité dans laquelle se trouvent les joueurs d'abord et les dirigeants qui vivent du football, donc les entraîneurs, les kinés et tout le reste. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les analyses du Covid, il est temps qu'on reprenne les activités. Oui, ça joue ailleurs. C'est vrai, ça joue ailleurs. Maintenant, j'entends à gauche que le vaccin, il le faut. J'entends à droite que le vaccin n'est pas obligatoire. Je pense qu'il y a beaucoup de cacophonie et on ne sait pas où se trouve la solution. Moi, je crois que c'est peut-être beaucoup plus un problème de moyens financiers, puisque là, on remarque même que l'équipe nationale n'aura pas l'occasion de faire des matchs amicaux en mars. Effectivement, ça fera l'objet de notre prochaine question. Voilà. Donc, je pense qu'il est temps. Bon, peut-être la cellule de crise, la cellule des assises est toujours en train de travailler. Mais moi, je n'étais pas très optimiste sur ça. C'est toujours mieux d'avoir un petit groupe restreint de 10 compatriotes qui connaissent le football pour trouver des solutions. Mais j'espère vraiment de tout cœur que nos autorités vont trouver rapidement la solution pour reprendre, même si les délais sont courts, parce que pour inscrire, déjà, après avoir passé 2 ans, nous sommes frappés par les règlements de la CAF, mais il faut qu'on finisse par reprendre le championnat. D'accord. En tout cas, on espère que les autorités compétentes sont à pied d'œuvre pour travailler afin que le championnat puisse reprendre. On va justement parler de cette question, Président. Il y a une information qui circule selon laquelle les Panthères ne joueraient pas de matchs amicaux au mois de mars, faute de moyens financiers. Qu'en pensez-vous par rapport à cette situation? Disons que moi, c'est regrettable de le dire, mais je pense il y a eu tellement d'argent dépensé. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il faut qu'on crée de la richesse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on ne doit pas toujours compter sur l'État. C'est un peu ma philosophie. Je pense que la fédération doit revoir son plan de travail. On ne peut pas toujours continuer sur
compter sur les caisses de l'État. L'État a beaucoup d'autres priorités, mais c'est regrettable. C'est peut-être parce qu'on ne fait pas des prévisions à l'avance. C'est ce qu'on a vu pour les primes pendant la CAN. Mais bon, c'est pas une bonne chose si on veut tirer un peu du positif de notre prestation, même si nous sommes sortis en huitième de finale. J'espère qu'on ne va pas gâcher justement cet acquis-là, parce que c'est un handicap de ne pas jouer des matchs amicaux en mars. Bon, c'est vrai qu'on va dire que janvier n'est pas encore assez loin et que l'équipe, le fond de jeu est encore là. Mais il faut revoir la politique de gestion de nos équipes nationales. On ne va pas toujours continuer à attendre tout de l'État, des caisses de l'État. Il faut qu'on trouve des solutions. Il y a des organisateurs, il y a des agents de matchs qui peuvent organiser des matchs avec des sponsors. Ça existe. Oui. Il y a des pistes qui existent. Il faut avoir la volonté d'aller vers ces solutions-là. Voilà, la volonté justement d'aller chercher les sponsors pour qu'ils puissent justement investir dans le championnat domestique. Président, le football féminin n'est pas en marge de tout ce que vous venez de dire tout à l'heure, mais on a l'impression que voilà, les Panthères dames sont passées à côté d'une qualification historique face au Togo, mais on a bien vu qu'il y a eu tellement de péripéties autour de ça, Président. Que pouvez-vous dire par rapport à ce qui s'est passé? Je parle bien sûr du côté organisationnel, parce il faut dire que les femmes étaient logées du côté du centre de Bikele par rapport aux hommes qui sont eux logés voilà, dans un hôtel mieux structuré, etc. Et quel regard? Disons que nous condamnons tous cette gestion pourquoi marginaliser les dames ouais, voilà. Mais moi, je n'aurais pas fait pareil. C'est-à-dire que autant je suis d'accord qu'on mette l'équipe féminine en regroupement préparatoire du premier match à Bikele, mais autant au retour, on aurait dû sortir ces jeunes filles de là et les mettre dans les meilleures conditions que de dormir dans des lits superposés. C'est-à-dire qu'on aurait, au retour du Togo, la fédération ou le ministère aurait dû mettre les filles dans un hôtel décent et mettre les filles dans les meilleures conditions possibles. Parce que quand on parle des primes en plus de 200 000 francs, bon, moi je ne veux pas m'engager là-dessus parce que je n'ai pas les chiffres exacts, mais les conditions n'étaient pas réunies pour le match retour. Autant j'étais optimiste au regard du match aller que j'avais suivi un petit peu sur Facebook, autant j'ai vraiment été surpris par l'élimination à domicile. Mais là, on n'a pas donné les moyens pour catalyser, pour stimuler nos jeunes filles afin qu'elles se surpassent. Parce que dans ce genre de rencontre, il faut se surpasser. Et là, c'est en général les petits oignons à côté qui font qu'on puisse tirer le maximum de nos filles. Bon, c'est dommage, hein, ça fait 14 éditions de la Coupe d'Afrique des Nations féminines et on n'a pas encore réussi à aller une seule fois. Le football féminin, moi je l'ai connu à l'époque de Madame Ossé, il était mieux structuré, mieux organisé. Mais aujourd'hui, avec notre petit tournoi de Massanga, de Chaibang City, je pense qu'il faut qu'il fasse le tour. Hein. J'avais déjà fait la remarque quand j'étais au comité exécutif. Si on veut développer le football féminin, ce tournoi-là aurait dû faire le tour de toutes les provinces pour avoir plus de licenciés dans chaque province. Or, on l'a confiné là-bas et je pense que c'est insuffisant. Aujourd'hui, le football féminin ne se joue qu'à Libreville et un peu dans le nord. Même chez moi à Port-Gentil, on a eu du mal, mais c'est parce que le plan n'est pas bon. On a été habitué avec des tournois de football. Voilà. C'est insuffisant. C'est insuffisant. C'est pareil pour les jeunes, les tournois des U15, les tournois des U17, alors que la CAF et la FIFA demandent aux fédérations de s'appuyer sur les clubs pour organiser les compétitions des jeunes. Cette histoire de sélection provinciale à la veille des tournois où chacun met l'enfant qu'il connaît ou met les âges qui ne sont pas respectés, les conséquences sont là et c'est pas sorcier, hein. Tant qu'on n'a pas de plan clair sur le développement du football féminin, on ne pouvait s'attendre qu'à cette élimination-là. Mais Président, vous qui avez été justement membre du comité exécutif de la Fédération gabonaise de football, est-ce que vous avez justement fait des propositions allant dans le sens de développer davantage le football qui n'ont pas forcément été prises en compte?
Parce C'est qu'on vrai, a moi je suis l'impression, parce qu'on a rentré. l'impression que vous êtes en train de vous plaindre, etc. Mais est-ce que vous avez fait des propositions à ces personnes qui sont aujourd'hui aux affaires? En fait, pour rentrer à la fédération en 2018, j'ai dû rencontrer le président 3 fois et j'étais rentré uniquement pour les jeunes. J'étais porteur d'un projet de championnat national U17. Oui. D'ailleurs, avec Jean-Félix Atomo qui m'accompagne aujourd'hui, nous avons fait une étude sur 4-5 mois. L'étude, enfin le projet a passé pratiquement toutes les étapes. Et la dernière étape, quand il s'agissait de débloquer les fonds, certains autour du président ont estimé que c'était trop cher. Et c'est comme ça que je suis sorti de la fédération. Rien que pour ça. J'étais rentré pour les jeunes. Dès lors que ce projet n'était plus d'actualité, je suis parti, je suis sorti tranquillement au bout de 6 mois. Mais je veux revenir sur le football féminin Oui. et sur le football des jeunes en général. Moi, je pense qu'il faut revoir ce football-là. Il faut s'appuyer sur le football scolaire. Il faut s'appuyer sur le championnat scolaire et universitaire, surtout pour les jeunes filles. Parce que, en fait, par le passé, on a vu comment l'OXU, on a vu les talents éclore. Je pense qu'il faut greffer ce football féminin-là sur le programme du CSU. Et bon, moi, je ne trouve pas normal que fédération et ministère n'arrivent pas depuis 20 ans, 30 ans à avoir des projets communs. Parce qu'il y a des fonds à la fédération, il y a des fonds au ministère. Il est temps justement d'arrêter ce clivage et de faire des projets communs. Moi, je vois le football féminin greffé sur le programme du CSU avec des moyens de la fédération et les moyens du ministère pour sortir quelque chose d'ici quelques années. D'accord, Président. Alors, Big C me fait signe qu'il est 15h30 pratiquement. On va ouvrir le téléphone pour laisser justement la possibilité aux gradistes de réagir. Et en parlant même de ça, il y en a un qui souhaite déjà réagir. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Jean-Félix Dakanda. Allez-y, Jean-Félix Dakanda, Bonsoir, le président Alain est à vous. J'aurais plusieurs questions. Je commencerai par Louga-Maritime dont tu es originaire. Allô? Et je commencerai par Louga-Maritime. Allez-y. Alors, j'ai entendu dire qu'il était à la gestion du stade Michel Essongué. Alors, quel est l'état de ce stade actuellement, Monsieur le Président? Ensuite, concernant votre club, vous utilisez le stade d'Ivungi. Mais n'y a-t-il pas d'air de Port-Gentil? Le stade d'Ivungi appartient à qui? Et ça, il faudrait que vous nous dites quelque chose. Ensuite, qu'est devenue l'école nationale de foot de Port-Gentil? Elle existait auparavant. Je crois qu'elle était sponsorisée en plus. Ensuite, vous êtes à Libreville, oui. Vous êtes un fanatique des écoles de foot. Mais il y avait Jean Gelas. Il y avait une école de foot à 105, là-bas, dans la commune d'Ovendo, et partout ailleurs. Mais que sont devenues ces écoles-là? Alors, j'entends dire que l'État. Mais les clubs sont associatifs. Les clubs ne dépendent pas de l'État. Quand vous mettrez un soutien en place, Monsieur Jean-Félix Dakanda, vous avez les moyens de votre politique. Monsieur Jean-Félix Dakanda. Je chute, hein? Oui, allez-y rapidement. Voilà. On risque de se perdre si vous êtes trop long. Moi, il faut juste poser des questions. Hein. Bon. Donc, pour le moment, je m'arrête là. Peut-être sur les autres, je reviendrai. D'accord. Donc, on va commencer par la première qui concerne je retiens, la gestion donc, du stade. je vais d'abord les lister. Donc, il a parlé du complexe omnisport Michel Essongué, oui. Du stade d'Ivungi. Oui. Et les autres sujets, c'était, je crois, les écoles qui existaient. Alors, en tant que responsable un peu du grand stade Michel Essongué, j'ai malheureusement, je ne peux pas tout vous dire ici, mais on fait des efforts. C'est vrai que récemment, le stade est apparu comme un peu abandonné, mais c'est des problèmes contractuels avec une société qui a eu le marché pour l'entretien des grands espaces extérieurs. Oui. Malheureusement, je ne sais pas trop pourquoi, parce que c'est géré par le fils
Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'Office national de développement du sport et de la culture, depuis que l'Office est installé, il y a beaucoup d'efforts pour entretenir, pour garder au moins la propriété du grand stade. Il y a aussi le parrain, M. Essongué, qui fait aussi beaucoup d'efforts. Et moi, personnellement aussi, j'en fais. C'est pas pour me jeter des fleurs. Oui. Voilà. Mais après, parfois, vous savez, en fin d'année, début d'année, les problèmes budgétaires de l'État font que, bon, on se retrouve dans cette situation. Mais autant que nous pouvons, on essaie de garder sur tous les pelouses en l'état, même si la coupe n'est pas régulière. D'accord, on va peut-être... Oui, on passe au stade d'Ivungui. Oui, rapidement. Alors, le stade d'Ivungui est un stade, à l'époque, c'était un stade municipal. Mais il est géré par le ministère des Sports. Et Terre de Foot n'occupe pas gracieusement ce stade. On paye 110 000 francs par mois l'occupation de ce stade-là, comme plusieurs équipes d'ailleurs qui s'entraînent sur ce stade. D'accord. Donc voilà, c'est pas mis à la disposition gracieuse de Terre de Foot. Non. Voilà, on va encore prendre justement la réaction d'un autre gradiste qui souhaite vous poser des questions. Allô? Bonjour, Jean. Bonjour à vous, monsieur Stan. Oui, bonjour, monsieur Ndombo. Bonjour, monsieur Stan. Voilà. Bon, moi j'ai une ou deux questions à poser un peu. La première est celle de savoir quel est son ressenti aujourd'hui concernant le dossier des centres de formation du Bikele. Parce que je me rappelle que lorsqu'il était au comité exécutif, avant l'arrivée de monsieur le président actuel de la fédération, Pierre-Alain Nguengui. Voilà, dans une de ses interventions, il faisait savoir que lui, en premier lieu, et le Gabon de façon générale, avait été humilié lors d'une réunion avec les responsables de la FIFA concernant cette affaire-là. Donc j'aimerais connaître un peu ou savoir quel est son ressenti aujourd'hui, quand on sait qu'apparemment aujourd'hui, le projet n'a toujours pas vu les jours. Et la deuxième question, on va très rapidement, est celle de savoir véritablement ce que M. Ndoumbu dit ou aimerait dire aux parents qui ont des enfants, des garçons, et qui veulent que ces enfants-là jouent au football. Il est responsable d'un centre de formation quand on sait qu'aujourd'hui, l'affaire de pédocriminalité qui secoue notre football depuis plusieurs décennies, on en parle là. Et aujourd'hui, moi, j'ai deux garçons, j'aimerais bien qu'ils jouent au football, mais entre les mains de qui je les mettrai? Est-ce qu'ils ne seront pas victimes également de criminels dans le sport? Voilà un peu mes questions. D'accord. Ok, merci monsieur Stan. Je vais quand même faire un petit retour sur l'École nationale de football de Port-Gentil, qu'a posé le premier auditeur. L'École nationale de football de Port-Gentil est fermée depuis 2-3 ans. Elle avait été fermée par le ministre Billy Minze pour les travaux. Je pense que l'école, en fait, le terrain appartient à l'OPRAG et je ne sais pas à quel niveau se situe le conflit, mais l'école est malheureusement fermée. Et pourtant, elle a bien fonctionné puisqu'on a eu des joueurs qui ont voilà. S'agissant de Bikele, alors je vais être le plus honnête possible. Oui. Moi, personnellement, quand je suis parti de la fédération, du comité de normalisation en 2014, la Coupe du Monde devait se jouer au Brésil et chaque fédération avait en prévision 500 000 $, je crois, 500 000 $ de financement pour un projet. Après, les équipes qui ont participé, comme le Cameroun ou comme les autres, avaient bien plus que ça. C'est plus de 300 millions de francs CFA. Voilà. Hein. Alors moi, au cours d'un séminaire FIFA à Marrakech, où il y avait le président, un directeur technique et un secrétaire général, nous avons négocié avec la FIFA qui ne voulait plus revenir sur Bikele. Et la FIFA nous a dit ceci: faites un effort financier de votre côté, à ce moment-là, nous reviendrons. Et la FIFA nous a accordé un terrain synthétique. Moi, je me suis rendu compte, ma philosophie était d'abord de terminer ce centre technique. Mais le nouveau comité qui est arrivé a préféré construire le siège. Moi, j'aurais fait l'inverse. Parce que la compétition avant tout. Malheureusement, quand le nouveau comité exécutif est arrivé à la fédération, ils ont opté pour la construction d'un nouveau siège.
Et ils ont laissé tomber Bikele un moment avant de négocier encore avec la CAF. Moi, je pense qu'on aurait mis le bonus de la Coupe du Monde 2014 pour terminer Bikele. Nous ne serons pas là aujourd'hui. D'accord. Alors, sur la deuxième question... Sur la pédophilie, j'avoue qu'il ne faut pas se cacher. Tout le monde dans le milieu, surtout à Libreville, savait que tel ou tel entraîneur avait ce vice-là. Tout le monde le savait. Oui. Maintenant, ceux qui sont à la tête de ces institutions de gestion de football auraient dû écarter ces entraîneurs des enfants, les éloigner des enfants. Bon, aujourd'hui, les gens tergiversent. Tout le monde était informé de ça. Le coach, voilà, tout le monde le savait. Voilà. Alors maintenant, c'est vrai que c'est un frein pour certains parents parce qu'ils vont effectivement se poser les questions. Mais la fédération, le ministère ont l'obligation de mettre en place des garde-fous pour que nous ne retombions pas dans ce genre de travers. C'est pas facile à faire, c'est vrai, parce que l'être humain est parfois habité par des vices, mais c'est un problème à prendre au sérieux et de faire en sorte, je pense qu'il y a des spécialistes dans ce genre de domaine, oui, pour amener des coachs, enfin faire de l'inspection au niveau des coachs pour éviter de retomber dans cette histoire de pédophilie qui a fait beaucoup de mal à notre football. Et je n'imagine pas, j'évite d'imaginer le nombre d'enfants victimes de ce fléau-là. Et moi, très souvent, ça me fait très mal au cœur de voir qu'on a laissé faire. Pourtant, on savait que ce gars-là et d'autres étaient des pédophiles, mais les gens les ont laissés à des postes proches des enfants. Et ça, c'est pas acceptable du tout. Mais vous qui êtes président d'une école de football, qu'est-ce qu'il faut justement pour vous pour rassurer les parents de ces jeunes qui ont envie justement de jouer au football? Vous allez répondre juste après. Laissez-moi juste le temps de prendre ce gradiste qui souhaite certainement vous poser encore une autre question. Allô? Oui, Jean-Félix. Allez-y, monsieur Jean-Félix. Mais monsieur le président, à l'époque, vous ne l'avez pas dénoncé, hein? Dénoncer la pédophilie? Écoutez, moi, j'ai fréquenté Libreville très rarement avant. Mais vous, attendez. Tout le monde, oui, vous étiez tous au courant, mais tout le monde le cachait. Non, je vais vous dire sincèrement, moi, je suis arrivé comme cheveux dans la soupe à Libreville pour la normalisation. Nous allons parler du football féminin. Oui. C'est le football féminin, comme vous le disiez tantôt. Mais ce problème n'est pas un problème de moyens ou de je ne sais pas quoi. Le problème du football gabonais, c'est un problème organisationnel. Ben oui, je suis d'accord avec vous. Dans chaque structure, il y a marketing et sponsoring. Parce que quand vous entendez parler, l'État n'a plus de moyens, l'État n'a pas. Mais les clubs associatifs, vous qui avez une école, vous devez d'abord compter sur des relations extérieures telles que les jumelages et autres. Et ensuite, Monsieur le Président, quel est le rôle des mairies d'arrondissement et des mairies de communes? Ils ont des rubriques sport. Quand ils siègent au conseil municipal, il y a une rubrique sport, il y a une sport gentil à un moment donné. Hein? Voilà, Stade Mandji. Stade Mandji, effectivement, a un budget qui permet à toutes les disciplines de s'exprimer, non? Mais Pont-Gentil devait mettre en place, la mairie de Pont-Gentil, un championnat de jeunes et un championnat féminin. Et toutes les provinces que cela devait se faire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et tout le monde attend l'État. D'accord, monsieur Jean-Félix, président, peut-être. Oui. Vous avez parlé des problèmes organisationnels. C'est justement à ce niveau. Moi, j'ai connu par le passé l'Assemblée départementale de Benjé qui avait des lignes budgétaires pour soutenir le sport et qui avait même des lignes budgétaires pour envoyer des jeunes Gabonais au Ghana avec des bourses. C'est un problème d'organisation et de volonté. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il y a de l'argent. Malheureusement, la volonté de bien faire les choses n'y est pas. Parce qu'il ne faut pas se cacher que malheureusement, dans certaines structures, certains dirigeants viennent d'abord pour se servir du sport que pour le servir. Donc, c'est malheureux à le dire, mais le mal est peut-être en nous. C'est-à-dire que c'est peut-être l'homme gabonais qui a ce problème-là de mettre d'abord avant tout l'intérêt général avant de penser à ses propres poches. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il faut pas... Il y a des moyens. Les moyens sont là. Mais après, il faut aussi créer de la richesse. C'est-à-dire que c'est peut-être plus suffisant parce que
on veut faire des projections pour un développement du football, il faut créer des richesses. Et il y a le moyen de créer des richesses. C'est possible. Oui, il faudra justement aller vers ces entreprises-là pour qu'elles puissent aider le football gabonais. On va prendre d'abord ce message qui est signé Adax qui dit « Le problème au Gabon, c'est la politique. Elle est dans tous les secteurs et rien ne peut marcher avec ce genre de système. » En tout cas, l'Adax, ça ne concerne que vous. On vous le concède, Président. Je vous disais tout à l'heure que vous, en tant que président de centre de formation de football, quel est le message que vous pouvez faire passer à l'endroit des parents qui sont justement un peu réticents à l'idée d'envoyer leurs enfants dans votre centre de formation? Nous faisons très attention au recrutement des entraîneurs. Ça, chez nous à Terre de Foot et chez d'autres personnes aussi, il y a des enquêtes de moralité. On connaît, en général, quand on prend un entraîneur chez nous, c'est quelqu'un que l'on côtoie depuis plusieurs années. Donc il y a d'abord ça, il faut faire attention aux entraîneurs, surtout pour les plus jeunes que vous recrutez. Et puis après, j'avoue que la formation des formateurs au niveau de ces petites catégories n'est pas encore assurée comme il se doit. Donc, moi tout seul, il y a un certain nombre de choses à mettre en place. Et puis après, il faut mettre des cellules de veille pour surveiller tout ça. Parce que là, vraiment, l'image que le pays a pris aujourd'hui avec cette histoire de pédophilie, c'est malheureux à le dire. Et ça fait très mal au cœur. Sincèrement, c'est un problème à prendre au sérieux. Après, il faut s'entourer des spécialistes pour que plus jamais on ne retombe dans ça. D'accord. Donc, selon vous, l'accent n'est pas forcément mis sur la psychologie des entraîneurs. Il ne se limite qu'à la formation de ces entraîneurs-là, j'y arrive. Et lorsqu'ils obtiennent leur licence, que ce soit B ou A ou C, et ils peuvent directement se mettre à la disposition des clubs. Or, les dirigeants gabonais auraient pu ou auraient dû justement mettre un peu plus d'accent sur des psychologues, hormis le côté formation. Disons que être entraîneur d'un jeune, d'un petit, c'est délicat. C'est-à-dire que l'entraîneur d'adulte n'est pas forcément le bon entraîneur pour un enfant. Un enfant qui commence le foot à 4-5 ans, l'approche n'est pas la même. En fait, il faut former les formateurs des jeunes avec tout autour. Donc, vous voyez, moi, je vois des enfants chez moi à Terre de Foot qui délaissent l'école parce qu'ils ont un peu de temps là et pour eux, ça y est, c'est le foot. Non. Or, vous savez, il y a les fêtes d'entonnoir. Il y a 100 qui sont appelés, il y a peut-être 2 ou 3 qui réussissent dans les centres de formation. Donc, le formateur n'est pas entraîneur. C'est-à-dire l'entraîneur licence B, C ou A n'est pas le formateur qu'il faut pour les jeunes. Il faut qu'il y ait des formations spécifiques. Et là, je pense qu'on peut s'appuyer sur l'INJS qui peut mettre en place des formations pour les formateurs des jeunes. Quand vous allez en France, il y a des entraîneurs qui sont identifiés comme entraîneurs formateurs et des entraîneurs qui sont identifiés comme entraîneurs des adultes pour la D2, la D3. Mais l'entraîneur formateur, il faut faire appel à beaucoup plus de capacités et beaucoup plus de formations spécifiques puisque l'enfant qui grandit n'est pas un adulte. Donc voilà. Donc c'est tout un programme à avoir pour encadrer les enfants. D'accord. Alors Président, on va aller sur la question de l'actualité d'aujourd'hui. Donc on parle justement de l'élection. Avant d'y revenir, on va d'abord prendre ce gradiste qui aimerait vous poser encore une autre question. Allô? Allez-y, on vous écoute, Monsieur Stan. Encore une autre question, Monsieur Mbongo. Allez-y. Hormis le fait que vous parlez ici d'une enquête de moralité à réaliser pour s'assurer de la bonne qualité des encadreurs, est-ce que, de façon pratique, vous avez quand même des éléments qui veillent au quotidien à ce que des actes pareils ne se posent plus, c'est-à-dire l'abus sexuel sur les mineurs dans votre centre? Et ensuite, votre collègue, parce que lui aussi il est responsable d'un centre de formation, parfaitement nous faisait savoir ici, lorsqu'il avait été reçu, qu'il ne bénéficiait d'aucun appui de l'État. Est-ce que c'est le cas pour vous également? Bien sûr, vous savez,
D'accord. Bien Allez-y, sûr que Président. nous ne bénéficions d'aucun soutien de l'État, mais après, vous voyez, bon, les écoles privées à utilité publique, on devrait trouver la solution aussi pour des structures qui font de la formation. On participe à l'épanouissement des jeunes. Oui. Moi, par le passé, j'avais eu des négociations avec la Direction nationale des bourses et des stages afin de voir dans quelle mesure, à l'époque, c'est Madame Assélé qui était ministre des Sports, et on était allé sur cette piste-là de pouvoir attribuer une vingtaine ou une trentaine de bourses à des jeunes talents identifiés par discipline. Donc, bon, aujourd'hui, c'est vrai, il faut amener les gouvernants à soutenir, parce que moi, j'étais à Kingele, j'étais à Ondoro, j'étais à Bellevue. C'est des jeunes Gabonais qui se sacrifient et ils ne demandent pas grand-chose. Dans certaines fédérations, le matériel seul suffit. Il faut qu'on arrive à avoir, par exemple, un ballon par jeune. Ce n'est pas des choses pour une fédération qui reçoit, on va dire, peut-être 1 milliard, je ne sais pas trop. Mais il faut des mesures d'accompagnement. Il n'y a pas que l'argent, mais bon, on doit pouvoir accompagner ceux qui sont sérieux dans le travail qu'ils font pour les jeunes, parce qu'on participe à l'épanouissement des jeunes. Ces jeunes, si on ne les prend pas pour le sport, ben, ils vont se retrouver dans d'autres vices, ils vont se retrouver à fumer, à boire, ainsi de suite. Donc l'État doit accompagner, mais après tout ça devrait être encadré par des mesures, voilà, parce que bon, il faut, comme l'on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Donc il faut d'abord faire l'effort personnel et après bénéficier du soutien de l'État. Mais moi, je me rappelle encore qu'en 2013, j'avais demandé 5000 ballons au chef de l'État. Mais je vous assure que quand j'ai fait le tour pour distribuer ces 5000 ballons, mais c'était que du bonheur dans les yeux des enfants. C'est des choses pas sorcières du tout, hein. Voilà. L'État, pour le moment, ne fait pas d'efforts pour les plus jeunes, parce que peut-être c'est pas organisé. Après, il n'y a pas de football professionnel sans le football amateur. Il n'y a pas de football amateur sans le football des plus jeunes. Voilà. Il y a une corrélation entre les trois. D'accord. Donc, Président, vous dites par là que vous faites avec vos moyens, parce que lorsque Parfendon était ici, il a justement dit qu'il faisait également avec les moyens de bord, parce qu'il a été pendant longtemps au Portugal, il a ses relations là-bas. Donc, c'est à travers justement ces relations-là qu'il essaie justement d'équiper son centre de formation et avec le boulot qu'il fait par ailleurs. Donc, alors, Président, il a posé également une autre question, celle de savoir si, de façon pratique, est-ce qu'il y a un suivi concernant ce que vous venez de dire par rapport à la psychologie justement des encadreurs des jeunes. Disons, de mon côté, moi nous faisons très attention au recrutement des entraîneurs. Mais je vais quand même former l'opinion qu'à Port-Gentil, après ce que déclare Molina, moi j'en sais rien, parfois ça fait du buzz. Nous avons eu par le passé... Mais Président, ça ne va pas faire du buzz puisque ces déclarations ont amené certains... Oui, c'est vrai, ça part un peu dans tous les sens, mais je sais que sur la place de Port-Gentil, le problème qu'il y a eu par le passé, c'était un problème au niveau des filles. On avait quelques lesbiennes et puis on avait des comportements déviants de certains entraîneurs qui faisaient la cour à leurs joueuses qui étaient... Quelques-unes étaient peut-être mineures. Je pense qu'on avait fait du toilettage, on avait écarté. Ça, c'est un exemple des entraîneurs qui n'étaient pas forcément de bonne moralité. De bonne moralité. Hein. Après, j'avoue qu'il faut s'entourer de spécialistes dans ce genre de problèmes, de pédophilie, des entraîneurs. C'est difficile de trouver une solution idoine, mais il faut mettre des garde-fous, il faut s'entourer des spécialistes pour faire en sorte que ça ne se répète plus. Je pense qu'il y en a qui sont mieux outillés que nous qui sommes passionnés de football pour tout faire pour qu'il n'y ait plus ce genre de bêtises autour des enfants, et voilà, que je condamne. Voilà. Mais après, il faut vraiment s'entourer des spécialistes pour mettre en place des garde-fous. Le ministère doit s'impliquer, la fédération doit s'impliquer, et les clubs aussi doivent s'impliquer là-dessus. D'accord, on va prendre encore un gradiste, certainement M. Jean-Félix Dakanda, qui souhaite encore réagir sur la question aujourd'hui. Alors, Monsieur le Président, la Direction générale des sports et des loisirs devrait, normalement, vous aider dans ce sens. Malheureusement, elle ne le fait pas. C'est dommage. Mais le comité olympique national du Gabon, elle est muette, elle est silencieuse. Ouais. L'avez-vous contacté? Voilà.
Voilà un comité, une structure à la limite que vous ne sollicitez point. Ensuite, concernant les municipalités, mais à l'époque, je pense que vous le saviez, vous avez joué, il y avait des championnats interquartiers. Interquartiers, ensuite, aller vers les lycées et collèges, et voir le primaire. C'est ce qu'on appelait ça le sport de masse. Après le sport de masse, c'est le sport amateur, amateur l'élite. C'était ça. Mais tout est abandonné, comme si c'est voulu. Alors, Monsieur le Président, battons-nous pour que tout cela revienne. Parce que nous parlons, mais tant que ceux-là qui sont au sommet de la pyramide nous écoutent, ne réagissent pas, eh bien, vous avez parlé de la délinquance, là. Et des enfants de 14 ans déjà fument le chanvre, hein. Ils boivent dans les bars, hein. Je suis à l'écoute. C'est vrai. D'accord. Donc, disons qu'il faut reconstruire justement. Nous avons connu ce football-là. Moi, je suis né au Trois-Manguiers à Port-Gentil, quartier chic entre le quartier chic et le grand village, et j'ai joué au football dans des espaces sablonneux. Il faut reconstruire justement ce football-là à la base. Il faut qu'on, c'est comme ça qu'on a arrivé à trouver des joueurs comme Roger Ava, comme Alain Makanga, à Sogara. En fait, tout est parti de là, tout est parti de ce football-là. Mais aujourd'hui, il faut le structurer. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir mettre en place des infrastructures de proximité, là où il le faut, pour que le petit puisse jouer au ballon, jouer au basket ou au handball. Il faut reconstruire tout cela en partant de ce que moi je regarde dans les quartiers ici. C'est en fait justement pour faire renaître ce schéma que nous avons connu, que ma génération a connu. Voilà, c'est par là, c'est la solution pour avoir un football développé, avoir une pléiade de joueurs qui explose au plus haut sommet, au sommet de la pyramide, mais c'est justement de bâtir par le bas. C'est cela. C'est pas sorcier, mais malheureusement, la volonté n'y est pas. Et ça fait très mal. D'accord. Alors on va prendre ce message. Jeunesse gabonaise accablée d'une vraie politique sportive, meurtrie par la corruption, l'injustice et le caprice intestinal. Mais à quand un génie du renouveau? C'est un message signé l'homme de Kessie sur le 066 21 91 16. Président, j'allais sur cette question justement. On parle de l'actualité aujourd'hui, c'est l'élection à la présidence de la Fédération gabonaise de football qui arrive à grands pas. Est-ce que Dieudonné Ndoumbo Likouni sera ou se portera candidat à cette élection qui se déroulera en avril du côté de Lambaréné, c'est dans le Moyen-Ogooué? Disons que je suis en train de mener ma réflexion, en train de consulter, en train d'essayer de fédérer au maximum. Je crois que d'ici la fin de la semaine, j'aurai pris ma décision. Mais je suis comme tout bon Gabonais qui aime son pays et qui est passionné par le foot, par le sport, et qui pense qu'on doit pouvoir faire mieux. Demain, un jour nouveau, c'est un film que j'ai souvent apprécié. Il faut savoir se faire violence et il faut qu'on revoie notre football. On ne peut pas continuer dans l'amateurisme que nous vivons aujourd'hui. Ça fait plusieurs années, plusieurs décennies que notre football est à la ramasse. Et bon, mais je suis dans la consultation, j'écoute les gens. J'entends le cri de certains et je tiens à remercier ceux qui pensent que ma modeste personne pourrait faire changer les choses. Mais d'ici quelques jours, je prendrai une décision à ce sujet. D'accord, Président. On a bien vu le week-end écoulé la conférence de presse d'un ancien footballeur également. Il s'agit de Valérie Ondon Ebe qui a justement interpellé l'opinion nationale et internationale pour se mettre à la disposition des personnes qui voudraient bien se mettre avec lui pour qu'il se porte finalement candidat à cette élection. Quel est votre ressenti par rapport à ça? Mais aussi, plusieurs personnes pensent que vous êtes une alternative sérieuse pour vous porter justement candidat à cette élection-là.
Est-ce que, voilà, vous venez de dire que vous êtes en consultation, mais par rapport à ce que les gens disent que vous devez vous porter candidat, parce que si vous êtes effectivement candidat, vous serez un candidat sérieux pour briguer cette présidence-là. Vous savez, le football gabonais est fait d'intrigues et beaucoup de coups bas. Donc il faut bien réfléchir avant de se lancer. Moi, je suis dans la réflexion, mais en parlant Mais les jours passent, président. Oui, tout à fait. Nous sommes conscients de cela. Nous sommes conscients de cela, mais très rapidement, nous allons nous décider. Quant à Valérie Ondo qui a fait sa cérémonie, on ne peut pas parler du football sans les footballeurs. C'est bien dommage que pendant longtemps, on voit des COMEX, des comités exécutifs avec des gens qui n'ont jamais joué au foot ou je ne sais pas. Je pense qu'il faut faire une place de choix aux footballeurs. Donc, moi, je ne parlerai jamais du football sans les footballeurs. Et je tiens d'ailleurs à dire que j'ai été très choqué, très choqué par ce qui s'est passé à Bongoville, oui, sur l'incarcération de Stéphane Guéma. Oui. Ça dénote de l'image que certains qui gèrent le football qui présentent malheureusement. Il ne revendiquait que la reprise du championnat national. Donc on ne peut pas parler de football sans footballeur. Et moi je suis de ceux qui partagent l'avis de Valérie Ondo et de Parfendon. On fait tout pour que le footballeur soit vraiment impliqué dans la gestion du football. Ce n'est pas le cas depuis plusieurs années, malheureusement. Après, certains ont aussi une part de responsabilité pour avoir... vous savez, la nature a horreur du vide. Oui. Quand vous vous écartez et que vous laissez le vide, les gens qui se sont arc-boutés là, qui se sont installés... On va peut-être prendre ce dernier gradiste qui n'a pas encore appelé. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir à vous. Veuillez m'excuser, je viens de prendre en cours votre émission. J'ai entendu le nom de votre invité. Est-ce Monsieur Ndoumou? C'est quoi le nom de l'invité, s'il vous plaît? Monsieur Ndoumou, Dieudonné, Diego, oui. Est-ce l'entraîneur qui nous a amené la seule canne que nous avons de moins de 23 ans? Non, c'est c'est pas lui. C'est le papa de celui qui a fait le partie. Papa d'Alexander. Voilà, le papa d'Alexander. Oui. Là, c'est le papa d'Alexander? Oui. Exact, oui. Ah, ok. Écoutez, félicitations déjà pour vos fils et j'aimerais avoir de ces nouvelles aussi. Sur ce, bonne émission alors. Ok, merci à vous. Merci. Alexander se trouve du côté de Shanghai depuis 3 ans, dans le Shanghai Shenhua, et ça se passe très bien pour lui. La première saison, il a été vainqueur de la Coupe nationale de Chine et avec un magnifique but, 3e but à la finale retour, parce que là-bas, la Coupe se joue en aller-retour. Pour le moment, tout se passe bien pour lui. D'accord, voilà. Président, mais peut-être donner, entre autres, les raisons de son départ de là-bas et pourquoi il n'est plus appelé en sélection nationale, parce que beaucoup de Gabonais ont décrié ce fait-là. Ça, c'est vrai. C'est vrai que, bon, c'est un problème de règlement, c'est-à-dire que Alexander a signé avec la nationalité de sa mère, mais bon, après, la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Bon, c'est peut-être en voie de changement parce que beaucoup de Chinois qui vivent à l'étranger essaient de se battre pour qu'il y ait une reconnaissance de cette double nationalité, mais c'est parce que la Chine ne reconnaît pas la double nationalité. Et comme Alexander a signé avec la nationalité de sa mère, aujourd'hui, il ne peut pas prétendre jouer pour une autre équipe. Et d'ailleurs, il ne peut pas prétendre jouer pour la Chine également parce qu'il a déjà fait plus de 7 sélections avec l'équipe nationale. D'accord. Très rapidement, M. Stan. Allô? Oui, je suis en direct. Oui, vous êtes en direct. Très rapidement, s'il vous plaît. Ok, oui. Déjà, j'aimerais parler par rapport à Alexander Ndoumou. Je me rappelle une fois, Paulo Duarte avait dit que votre fils, lorsqu'il est en équipe nationale, il a l'impression que son acquis, c'est d'être en équipe nationale. Il ne se bat pas pour pouvoir être titulaire. Et je me rappelle la saison 2012-2013 avec l'Olympique de Marseille. Il avait fait les 5 premiers matchs, il était sur le banc de touche, mais malheureusement, il n'avait pas pu avoir une minute. Et après, Eli Bock l'avait laissé à disposition de l'équipe réserve. D'accord. Et il a beaucoup de talent et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas arrivé à maturité? Merci. D'accord, merci à vous pour votre participation. Malheureusement, on ne pourra plus prendre des interventions. Veuillez nous excuser, alors, Président. Mais je pense que la gestion de Marseille au niveau des jeunes, depuis toujours, n'a pas été la bonne. En fait,
Il y a eu beaucoup d'hésitations sur les prêts, de non-prêts, mais le départ de Didier Deschamps, parce que c'est Didier Deschamps qui a fait signer à Alexander 5 ans de contrat professionnel, il faut le dire, mais dès qu'il est parti, les autres, parfois c'est des concours de circonstances, les autres n'ont pas fait confiance à Alexander et ne lui ont pas donné suffisamment de temps de jeu, donc ça a mis un petit peu un frein à sa carrière au niveau de la progression. C'est malheureusement ça qui s'est passé. C'est pas sorcier. Quand vous jouez pas, vous stagnez. Donc après, il est parti sur la Belgique, sur la Bulgarie, et il y a un agent qui depuis toujours le suivait, et donc il a exposé là-bas à Shanghai. Et voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Voilà, on va peut-être prendre un dernier. Voilà, Bixé me fait signe qu'on ne pourra plus prendre des réactions. Merci à vous, Président. Je rappelle que vous êtes le président de l'école de football de Terre de Foot. Vous étiez accompagné justement de votre collaborateur, Monsieur Jean-Félix Tomo. Bixé, lui, était également à la technique. Monsieur Atomo Jean-Félix y arrive. Merci à vous. Bixé était à la technique. Moi, Jeremy Ngoma, assurait la présentation de cette émission. Nous étions en compagnie de M. Dieudonné Ndumbulikuni. Merci à vous, Président. Merci beaucoup de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. On se dit à très bientôt, toujours sur les programmes de Gabon News, les 93.5 FM.